Je vais commencer tranquillement à expliquer le fonctionnement. Moi, j'imagine que vous avez tous maintenant l'habitude de faire des conférences ou des réunions par Zoom ou un autre logiciel de visio. Euh, donc, pendant la présentation je me présente, Daniel Letendre, coordonnateur scientifique au CIRST. Pendant la présentation d'Alexandre, tous vos micros seront en sourdine pour être certain qu'il n'y a pas d'interférence, disons, qui nous empêche de bien comprendre Alexandre. Je vous invite aussi à couper votre vidéo. Là, on enregistre la présentation, donc ça va être moins lourd à enregistrer si les vidéos sont coupées. Donc, Alexandre, bon, pour faciliter les choses, Alexandre va faire sa présentation sans interruption. Le chat est ouvert si jamais vous avez des questions ou des commentaires là, qui vous viennent pendant la présentation. Moi, je les relayerai à Alexandre s'il y a un trou dans son discours, sinon à la toute fin de la séance. Même chose quand on arrivera à la période de questions, je vous invite à soit écrire que vous avez une question et je vous donnerai la parole pour la poser, soit à écrire carrément votre question et moi, je me ferai le porte-parole pour la relayer à Alexandre. Donc, je vais essayer si le temps nous permet. Donc, je vous présente Alexandre Truc, qui a fait un doctorat en économie et qui est maintenant stagiaire postdoctoral au CIRS, donc à la chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique, qui est menée par François Claveau à l'Université de Sherbrooke. Il est aussi associé au laboratoire d'économie dionysien, ça m'intéresse, un laboratoire dionysien de l'Université Paris 8. Alexandre travaille, ses recherches s'organisent autour de deux axes principalement, donc la relation entre économie et sciences cognitives, autour d'un programme de recherche de l'économie comportementale. Et là, il l'aborde avec dans une perspective historique, philosophique, sociologique des sciences. Et aussi, Alexandre fait l'usage de méthodes, disons, des nouveaux outils quantitatifs pour comprendre l'histoire et le développement de la discipline économique. Donc, on parle des méthodes computationnelles d'analyse de texte, etc., bibliométrie. Donc, sa présentation, j'ai même pas le titre, à l'écran. Sa présentation aujourd'hui s'intitule Économie comportementale et interdisciplinarité. Donc, je lui laisse la parole et je coupe les micros. À toi, Alexandre. Ok. Alors, du coup, je vais essayer de présenter un peu les choses. Je sais que c'est, l'article, disons, que je vais écrire à partir, que j'ai écrit sur, qui sert de base à cette présentation, s'adresse plutôt quand même à des économistes qui sont assez familiers avec les champs. Donc, je vais quand même essayer de rappeler des petites choses de base. S'il y a des choses, je vais essayer d'être le plus clair possible pour les gens qui ne sont pas familiers avec l'économie, ce qui est le cas de la majorité. Et donc, je vais parler de l'économie comportementale. Alors, en gros, vous connaissez un peu tous ce que c'est que l'économie néoclassique. C'est en général la vision qu'on a de l'économie, surtout dans les médias, quand c'est très critique ou des choses comme ça. Et c'est souvent aussi la critique très sociologique qui est adressée à l'économie. Et notamment, il y a comme deux gros arguments. Le fait que la science économique est inexacte. Et dans ce qui nous intéresse, ça a à voir avec la théorie du choix rationnel. Donc, c'est-à-dire que on va considérer que la théorie économique qui modélise le comportement des agents comme étant très prévoyant, calculant toutes les probabilités de manière correcte, etc., est fausse. En tout cas, n'est pas proche de la réalité. Et on va aussi souvent mettre en avant le fait que l'économie néoclassique est séparée des autres sciences sociales. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'interdisciplinarité et les économistes regardent très peu ce qui se passe dans les autres disciplines. Et donc, l'économie néoclassique, c'est l'économie qui va dominer la discipline économique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 90-2000. Et en fait, on va voir émerger dans les années 70 donc, une approche, l'économie comportementale, qui va être une approche critique de ces deux dimensions, qui va donc critiquer l'économie sur le fait que c'est inexact et qui va dire que les agents économiques ne se comportent pas de manière purement rationnelle et complètement rationnelle
des êtres psychologiques et qu'ils ont des biais cognitifs. Et aussi que la raison pour laquelle l'économie, finalement, est inexacte, c'est parce qu'elle est séparée des autres disciplines. Donc, elle devrait se rapprocher des disciplines des sciences sociales et notamment de la psychologie. Alors ça va se faire dans 2 articles principalement. Le premier, ça va être Kalman et Tversky 1974 dans Nature, en fait, qui va être un article assez fondateur pour pour Kalman et Tversky, qui sont donc 2 psychologues, deux psychologues qui vont être les fondateurs de l'économie comportementale. Et dans cet article, ils vont réunir tous leurs travaux individuels et en fait former un programme de recherche qui consiste à mettre en avant le fait que les individus ont des biais cognitifs et utilisent des heuristiques dans leur raisonnement. C'est-à-dire que plutôt que de tout calculer et d'essayer d'avoir une représentation parfaite de la réalité, ils vont utiliser des raccourcis et essayer de simplifier les choses pour faire leur choix. Et un deuxième article, Kahneman et Tversky 79, qui va être cette fois publié dans une revue d'économie, qui va en fait être l'article fondateur pour le champ de l'économie comportementale. Et en fait, dans celui-ci, Kahneman et Tversky vont proposer un modèle alternatif au modèle néoclassique pour modéliser la décision des agents, notamment dans ce qui est la décision face au risque et à l'incertain. Donc, comment est-ce que les agents calculent des probabilités quand il y a de l'incertitude sur les outcomes, les résultats. Alors, ces 2 articles, ils sont extrêmement importants, même dans toutes les sciences sociales. Les 2 articles font partie des 10 articles les plus cités de tous les temps en sciences sociales. Donc, c'est d'ailleurs les Kahneman et Tversky sont, c'est les seuls qui ont 2 places dans le top 10 des articles les plus cités en sciences sociales. Et donc, c'est important, pas que en économie, hein. C'est important en psychologie et même en sociologie, en anthropologie, ces 2 articles-là vont avoir beaucoup de conséquences. Mais évidemment, l'article qui va être publié en économie va avoir plus d'impact en économie que dans d'autres disciplines et inversement pour celui qui est publié dans Nature. Donc, c'est ces articles fondateurs dans les années 70 qui fondent le programme, mais on va plutôt considérer que l'économie comportementale émerge comme autour des années 80, puisque et notamment avec un programme de recherche au sein de la Sloan et de la fondation Sloan et de la fondation Sage, donc un programme qui va s'appeler l'économie comportementale, la behavioral economics, et entre 84 et 92 en fait, où va se former une vraie stratégie où en fait on va associer à 50-50 des psychologues et des économistes pour mettre en place des stratégies de publication et des manières de formuler le programme pour essayer de faciliter autant que possible l'intégration des travaux des psychologues en économie. Voilà. Après les années 90, en fait, le programme va croître très, très, très vite, hein. Il va avoir un succès très important. Dans les années 2000, Kahneman va recevoir un prix Nobel. Richard Thaler, qui est considéré comme le 3e fondateur, en fait, et qui va être le 3e membre le plus important au sein du programme de recherche qui va être dans la Sloan Sage Foundation, va aussi recevoir le prix Nobel à la fin des années 2010, donc c'était il y a 2 ans. Et voilà, donc après, ça va croître exponentiellement à la fin du programme de recherche dans les années 90, et le programme devient aussi beaucoup plus difficile à capter, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'économie comportementale, ça devient de moins en moins clair avec le temps, parce que finalement, tellement de gens s'associent à l'économie comportementale que ça devient très difficile de le repérer, et on va voir les problèmes que ça pose pour nous. Alors évidemment, l'émergence de l'économie comportementale, c'est pas aussi clair que ça, dans le sens, l'histoire que je viens de raconter est pas aussi claire que ça. Pour certains, l'économie comportementale, c'est pas tellement une critique de l'économie néoclassique, mais c'est en fait juste une nouvelle forme d'économie néoclassique, donc notamment pour le psychologue Guy Gerenzer, qui va être très critique de l'économie comportementale et qui va dire que l'économie comportementale, c'est pas vraiment de la psychologie, c'est juste de l'économie néoclassique avec un tout petit peu de psychologie, mais fondamentalement, l'idée qu'il y a derrière les modèles reste la même que ce qu'on trouve dans les... Et aussi, pour certains auteurs, notamment les hétérodoxes ou les historiens, les philosophes, certains vont
pointer du doigt le fait que l'interdisciplinarité dans l'économie comportementale est limitée et qu'en fait, de la même façon que c'est un programme néoclassique déguisé, vont mettre en avant le fait que l'économie comportementale est finalement très peu interdisciplinaire et surtout tournée vers l'économie et pas tant que ça vers les problématiques de la psychologie ou des autres sciences sociales. Face à ces critiques-là, on a aussi des gens qui vont au contraire revendiquer le fait que l'économie comportementale, c'est une preuve, c'est une preuve que l'économie se transforme, que l'économie n'est plus l'économie caricaturale qui est inexacte et séparée des sciences sociales, avec notamment des personnes comme John Davis ou Angriste et Hall qui vont publier dans les meilleures revues d'économie pour dire que l'économie est aujourd'hui une science plus interdisciplinaire qu'avant, très interdisciplinaire et aussi interdisciplinaire que les autres sciences sociales. Et donc, il n'y a plus lieu de mettre en avant la critique que l'économie est une science isolée des autres sciences sociales. Alors, cette littérature donc, a plusieurs limites. À plusieurs limites. C'est d'abord le fait que les études sont souvent très locales. Par exemple, dans le cadre souvent, en fait, ça va porter sur une période très restreinte ou sur un sous-champ de l'économie comportementale. Donc, par exemple, Gruneyanov en 2017 sur la décision intertemporelle, donc c'est-à-dire comment est-ce que les agents économiques prennent leurs décisions dans le temps. Donc, comment est-ce qu'ils prennent des décisions pour épargner, mais aussi pour commencer à fumer, par exemple, puisque fumer va avoir des conséquences négatives dans un futur lointain. Et pour lui, par exemple, il va dire que l'économie comportementale, il y a eu de l'interdisciplinarité, ça a été un succès, mais il n'y a pas eu d'intégration avec la psychologie, c'est-à-dire que l'économie et la psychologie sont restées des sciences très séparées et que cette séparation s'est accentuée avec le temps. On a une étude quantitative à petite échelle, Breisman en 2019, qui va prendre une centaine d'articles en économie comportementale et dire aussi, un peu de la même manière que Gruneyanov, qu'au début, dans les années 70-80, il y a beaucoup d'interdisciplinarité. Les psychologues comme Kahneman et Tversky reposent beaucoup leurs travaux sur des travaux de psychologues. Mais à partir des années 90-2000, on a une baisse de l'interdisciplinarité et finalement, les deux disciplines se recentrent sur leurs problèmes individuels et il y a beaucoup moins d'échanges. Donc, c'est le premier point de la diapo, hein, c'est qu'il y a quand même une convergence sur un point. C'est l'idée que l'économie comportementale aurait été très interdisciplinaire dans les années 80, avant de devenir plus recentrée sur l'économie dans les années 2000. Donc ça, c'est un peu l'état de la littérature aujourd'hui, c'est un peu la manière dont on va voir l'interdisciplinarité, dont on considère aujourd'hui l'interdisciplinarité en économie comportementale. Et une deuxième limite aussi, c'est que souvent, ces études-là, en fait, se limitent à la relation entre économie et psychologie. C'est-à-dire qu'elles vont uniquement se dire, l'économie comportementale, c'est l'économie et la psychologie, et rien d'autre. Par exemple, l'étude de Breisman, qui repose sur une centaine d'articles, compare la centaine d'articles qui considèrent comme de l'économie comportementale à 100 articles en psychologie et 100 articles en économie. Et utilise ça comme une sorte de benchmark pour voir comment est-ce que le corpus de l'économie comportementale est différent du reste. Alors, moi, ce que je vais prendre, c'est une approche assez différente, c'est d'essayer de prendre une plus grosse approche, d'essayer de capter beaucoup plus de ce qui se passe dans le champ, surtout après les années 2000. Et donc, je me suis fixé deux objectifs. C'est d'abord d'identifier les thèmes les plus importants entre les années 80 et aujourd'hui, enfin 2018. Donc, c'est d'essayer de repérer, voir est-ce qu'il est, parce que, d'essayer de repérer en gros comment est-ce que le programme ou le corpus évolue en termes de thèmes et de sujets entre 80 et 2018. En gros, d'accord, je vais discuter à la fin s'il y a des questions sur ça, mais le but, c'est juste d'avoir quelque chose, en gros, les gros thèmes du programme de recherche. Et ensuite, de mesurer les pratiques d'interdisciplinarité, donc de l'économie comportementale par thème. Donc, pour voir s'il y a des différences à l'intérieur de l'économie comportementale entre les différents thèmes qu'on peut trouver. Sur l'ensemble de l'économie comportementale, donc pour voir en gros quel est le gros mouvement que l'on trouve. Et enfin, je vais aussi m'intéresser quand même à comment est-ce que l'économie comportementale a impacté l'économie dans son ensemble, ou en tout cas comment est-ce que l'économie dans son ensemble s'est transformée avec l'économie comportementale.
pour voir comment finalement a évolué la relation entre l'économie et les sciences cognitives globalement entre les années 80 et 2018. Une originalité, c'est que j'utilise une nouvelle méthode d'identification. Donc, comme je vous ai dit, il y a déjà une étude quantitative qui a été faite, mais seulement sur un petit corpus. Donc, habituellement, on va repérer le corpus en utilisant des mots-clés. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une étude sur la neuroéconomie. Donc là, on va taper neuroéconomie, on va prendre tous les articles qui ont neuroéconomie dans leur abstract et on va essayer de trouver ceux qui sont un peu proches de ces articles. Ou alors, dans le cas de Breisman, c'est par la littérature. Donc, c'est-à-dire qu'il va prendre des articles de revues de littérature, il va prendre tous les articles qui reviennent le plus et à partir de cela, essayer de trouver ceux qui sont les plus connectés et il en trouve une centaine. À mon avis, il y a des problèmes avec ces méthodologies-là. Je ne vais pas faire en détail, mais c'est pour ça que je ne les ai pas suivis. Donc, j'avais choisi une autre, c'est d'utiliser les codes GEL, donc, qui sont un système de classification en économie, pour classer les articles par thème. Et ensuite, à partir des articles que je trouve avec les codes GEL, d'essayer de trouver tous les articles qui ont des relations très fortes avec ces articles qui sont codés comme de l'économie comportementale. Alors, en gros, la procédure pour identifier l'économie comportementale, c'est une première étape où je vais prendre donc tous les articles qui sont codés comme de l'économie comportementale par les codes GEL. Donc, c'est la première étape. Donc, je prends tous les articles qui ont les codes GEL suivants. Donc, c'est Micro-Based Behavioral Economics, Macro-Based Behavioral Economics, Behavioral Finance, donc c'est la finance comportementale, et la neuroéconomie. Ça me donne un corpus de 1000 articles. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais regarder dans ce corpus quelles sont les références qui reviennent le plus. Et donc, je vais prendre toutes les références qui sont citées par au moins 8 articles de mon corpus GEL. Et ça me donne 209 articles. Et ça, je vais l'appeler le cœur de l'économie comportementale, mais François m'a dit plutôt les classiques, d'accord? C'est plutôt les classiques de l'économie comportementale. L'avantage, c'est que pourquoi, par exemple, ne pas utiliser uniquement les codes GEL? C'est que les codes GEL arrivent que autour des années 2000, donc quand le programme est déjà bien établi. Et en plus de ça, les codes GEL sont que en économie, alors que nous, on part du principe quand même qu'il y a des articles en psychologie ou dans d'autres disciplines qui sont de l'économie comportementale. Donc, cette première étape, elle me permet à la fois de trouver d'autres disciplines, donc des articles qui sont importants pour l'économie comportementale et qui sont publiés dans d'autres disciplines que l'économie, mais elle me permet aussi d'aller dans le passé, d'aller au-delà de la limite des années fin 90 et trouver des articles dans les années 60, 70 qui sont importants pour l'économie comportementale. Et enfin, je rajoute une troisième étape, c'est que ensuite je prends tous les articles qui citent au moins une de mon cœur, ou alors qui sont cités par au moins 6 articles de mon cœur. Donc, pour faire simple, c'est que j'ai mon cœur et je prends tous les articles qui sont très référencés par mon cœur, donc qui sont importants pour les économistes comportementaux, enfin très importants, et tous les articles qui citent beaucoup d'articles de l'économie comportementale, en partant du principe que s'ils citent beaucoup d'économie comportementale, c'est qu'ils doivent parler de quelque chose comme de l'économie comportementale. Et ensuite, donc, je prends les deux corpus, je prends le cœur et la version étendue de l'économie comportementale, ce qui me donne un total de 5423 articles. Donc ça, c'est les seuils que j'ai choisis. Je pourrais revenir en détail sur la méthode, mais basiquement, j'ai choisi une espèce d'heuristique où je regarde le taux de croissance de mon corpus par seuil et je m'arrête quand le taux de croissance est uniquement lui-même croissant. Donc, on aurait pu être plus sévère ou moins sévère. J'ai aussi fait des tests de robustesse pour voir si le corpus est très déformé ou pas par des seuils plus sévères ou moins sévères. Je peux en parler à la fin aussi. Mais voilà, en gros, ça me donne un corpus comme ça. Donc, en gros, dans les 70, j'en ai très peu. Dans les années 80, ça augmente jusqu'à les années 90. Ça augmente toujours plus vite jusqu'aux années 2000. Puis, ça explose après les années 2000. C'est à peu près ce qu'on trouve dans la littérature qui a essayé de mesurer la croissance de l'économie comportementale. Donc, c'est-à-dire vraiment une explosion après les années 2000 et surtout une explosion après le prix Nobel de Daniel Kahneman. Donc,
Donc, la première question à laquelle on essaye de répondre, c'est de voir qu'est-ce que c'est que l'économie comportementale, ou en tout cas, qu'est-ce que c'est que l'économie comportementale avec la méthode que que moi, que j'ai utilisée. Alors, pour essayer de répondre à cette question, j'ai pris un benchmark. Donc, c'est-à-dire que j'ai regardé un peu comment est-ce qu'on parle de l'économie comportementale de manière générale, dans les manuels, par exemple, qui sont récemment sortis, ou dans les revues de littérature. Et donc, souvent, on va mettre en avant 3 biais structurants. Donc, le risque et l'incertitude. Donc, comment est-ce qu'on prend, comme j'ai dit, des décisions où il y a où il y a ou même où il y a de l'incertitude ou de l'ambiguïté, donc sur quel va être l'output d'une situation. Un deuxième biais, c'est en rapport avec le choix intertemporel, donc comment est-ce qu'on prend des décisions sur le temps. Et un troisième biais, c'est les préférences sociales. Donc là, on va dire que c'est le biais, c'est plutôt la thématique de l'économie comportementale qui va critiquer le fait que la théorie économique considère les agents comme étant égoïstes. D'accord? Donc c'est tout ce qui va concerner l'altruisme, le don, l'échange, la coopération, etc., etc. Et on ajoute des thématiques secondaires, parfois comme la théorie des jeux comportementales, les émotions, les modèles d'apprentissage, la rationalité, les interventions comportementales et la neuroéconomie. Et donc, moi, ce que je trouve en faisant donc, une détection de communes, mon entre les articles de mon corpus, d'accord? Donc, je ne regarde pas le lien que peuvent avoir les articles entre eux à partir de leur bibliographie, comme avec du couplage ou quelque chose comme ça. Je regarde juste le lien direct, les liens directs de citation qui existent entre mes articles. Pareil, à la fin, je peux parler, j'ai d'autres formes de projection. Mais en gros, ce qui ressort, c'est qu'on retrouve les 3 dimensions structurantes qui sont souvent mises en avant, donc le risque et l'incertain, le choix intertemporel, les préférences sociales. On trouve une 4e dimension, donc la finance comportementale, donc ce qui va être basiquement le fait d'appliquer les biais cognitifs mis en avant par l'économie comportementale au marché financier. La neuroéconomie, donc il y a un programme qui va émerger beaucoup plus tard. Et au centre, on trouve une communauté qui est un peu plus hétérogène, en fait, qui va être tous les papiers en fait, qui font des expériences et qui parlent des biais, en fait, des biais cognitifs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, ces communautés vont être plus centrées autour d'articles théoriques. Donc, par exemple, comment intégrer le choix, les préférences sociales, donc le fait de vouloir coopérer, de vouloir être altruiste, etc., dans la théorie économique. Alors qu'ici, on va trouver une variété de biais. D'ailleurs, je vais les montrer tout de suite. Ça, c'est juste la distribution du corpus. C'est que la communauté du milieu, ça va être une suite de biais, plein de papiers qui vont dire il existe tel biais, comme par exemple le endowment effect. Une fois qu'un individu possède un objet, il va lui donner beaucoup plus de valeur que si cet objet était sur le marché, par exemple. D'accord? Ou le biais de choix par défaut, qui est le plus simple, c'est que s'il y a un choix par défaut dans un questionnaire, les gens vont juste garder le choix par défaut et pas forcément en changer, même si c'est plus dans leur intérêt d'en changer. D'accord? Donc, pour identifier ces communautés, j'ai principalement regardé donc, les termes. Ah oui, pardon, et il y a Behavioral Game Theory, d'accord, qui est une toute petite communauté, qui est la théorie des jeux comportementaux. Et donc, pour identifier ces communautés, j'ai regardé les termes qui sont les plus distinctifs. Donc, c'est le TF-IDF. Donc, on compare les mots qui composent les titres de mes communautés avec l'ensemble des mots qu'on trouve dans tout le corpus. Et on regarde quels sont les termes qui distinguent cette communauté du reste de l'économie comportementale. Et donc, on trouve quand même des choses assez significatives pour les préférences sociales. Ça va être des choses comme la punition, la réciprocité, le jeu du dictateur, d'accord, c'est une expérience particulière.
les cadeaux, hein, ce qui est la fairness, d'accord, la confiance, etc., etc., d'accord. Je vais sauter sur la communauté 2, je vais y revenir. La finance comportementale, donc on trouve tout ce qui a à voir avec le marché financier, la surconfiance, les échanges, les investisseurs, d'accord, les dividendes. Le risque et l'incertain, pareil, c'est la question du risque, de l'ambiguïté. La prospecthéorie, c'est la théorie de Kahneman et Tversky, on a dit en 79, qui est extrêmement importante, d'accord. Halley, par exemple, qui va être un économiste qui, dès les années 50, en fait, va pointer du doigt les mêmes choses que Kahneman et Tversky, et en fait, qui va être extrêmement important dans la littérature. Pareil pour la décision intertemporelle. On trouve le self-control, d'accord. Donc, tout ce qui va être de pouvoir se contrôler pour éviter de vouloir satisfaire tout de suite ses besoins et essayer d'investir dans le futur. Donc, ça peut être tout ce qui a rapport avec l'épargne. Mais on trouve aussi certains thèmes qui reviennent régulièrement. Donc, la cigarette, le fait de fumer, les addictions, le fait d'être time inconsistent, donc c'est-à-dire quelque part de prendre des décisions dans l'immédiat qu'on va regretter dans le futur, etc., etc. La neuroéconomie, il n'y a pas besoin de s'y arrêter très longtemps. C'est des termes très significatifs, hein, comme ventromédial, préfrontal, orbitofrontal, etc., etc. Behavioral game theory, pareil. Et donc toutes ces communautés-là sont quand même très bien identifiées. On repère bien quels sont les thèmes qui les identifient. Et ça se rapproche pas mal quand même du benchmark qu'on s'est fixé, donc, où on a essayé de trouver les 3 biais structurants, donc préférence sociale, risque, incertitude et décision intertemporelle. Et donc le corpus est plutôt de bonne qualité. Donc comme je vous ai dit, la communauté 2, biais, heuristiques et nudges, est plus disparate parce qu'en fait, c'est plus une littérature qui est diversifiée, qui vient de la psychologie. Et en fait, le mot le plus spécifique qu'ils ont, c'est effect, parce qu'effectivement, ce qu'on va trouver, c'est que souvent, ça va être le default effect. Ça va être des mots comme ça. C'est-à-dire que ça va être des biais, une liste de biais, une très longue liste de biais. Le endowment effect, la willingness to pay, la willingness to accept, etc., etc. Donc, ça ne forme pas forcément un corpus qui partage le même thème, si ce n'est qu'il partage le fait de critiquer, de mettre en avant des biais cognitifs qui vont contre la théorie économique. Donc, ces communautés ont des compositions très différentes. Pour vous, ça ne va pas vouloir dire grand-chose, mais si on regarde les top auteurs, donc ceux qui sont les plus cités à l'intérieur de ces communautés, on retrouve des choses qui sont aussi cohérentes avec la littérature. On retrouve Kahneman et Tversky, par exemple, qui sont au top de 2 communautés, donc les biais, les heuristiques et les nudges, et le risque et l'incertain, donc qui sont les 2 communautés fondatrices. On retrouve aussi les auteurs qu'on attend de trouver dans les préférences sociales, Fer qui a un article les plus connus. En behavioral finance aussi, c'est pareil. Bref, au niveau des auteurs, c'est assez cohérent, mais je ne vais pas trop m'arrêter dessus parce que personne n'est profané avec l'économie. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut commencer déjà à regarder les disciplines. C'est qu'on trouve que déjà, c'est l'économie qui domine dans la majorité des communautés. Donc, dans les préférences sociales, 62% des articles sont en économie, 15% en management et une grosse partie du reste est dans d'autres disciplines. Les seules communautés qui ne sont pas dominées par l'économie, c'est la communauté des biais, heuristiques et nudges. Donc, en effet, elle est dominée par la psychologie parce que c'est en fait la communauté qui est fondatrice, c'est celle qui va regrouper en fait les articles qui vont être d'abord critiques de l'économie, qui vont montrer qu'il y a des problèmes avec la théorie, et en fait qui regroupe les travaux des fondateurs. L'autre corpus qui n'est pas dominé par l'économie, c'est la finance comportementale, qui est en fait dominée par le management, qui est en fait une catégorie qui regroupe les articles en finance, mais aussi des articles en marketing, etc. etc. Ah oui, et aussi la communauté de neuroéconomie. Donc celle-là aussi est particulièrement intéressante parce que finalement, l'économie n'est quasiment pas représentée. Les 3 disciplines qui sont les plus représentées, c'est les neurosciences, la psychologie et ce que j'ai appelé les sciences générales. Donc c'est tout ce qui est nature, science et +1. Et en fait, donc, on voit que finalement, la neuroéconomie, en fait, ça n'a jamais été
un programme de recherche qui est très orienté vers l'économie, et ça, c'est important à garder en tête quand on va regarder la suite. Si on regarde rapidement comment ces communautés ont évolué sur le temps, on retrouve aussi un peu les choses qu'on retrouve dans la littérature, c'est-à-dire que dans les années 80, c'est la communauté des biais et heuristiques et la communauté risque et incertitude qui va dominer. Donc, c'est quand le programme est fondé par Kalman et Tversky. Mais en fait, sur le temps, ces deux communautés vont uniquement perdre de l'importance. Et quelle est la communauté qui va prendre le plus d'importance? C'est la communauté des préférences sociales. Donc, de moins en moins, plus le temps, enfin, depuis les années 80, les communautés dominées par Kalman et Tversky, les fondateurs, vont devenir de moins en moins importantes. Et ce qui va devenir le plus en plus important, c'est les préférences sociales. Et si vous vous rappelez, hein, les préférences sociales, c'est un des clusters où il y a le plus d'articles en économie. Un autre fait qui est assez intéressant aussi, c'est le cluster de la neuroéconomie, donc qui va émerger très vite dans les années 2000, mais finalement qui va rebaisser très vite dans les années 2010. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une question dans la littérature qu'on retrouve. En fait, il y a un article, par exemple, de Vromen et Marchiani en 2010, qui pose la question, est-ce que la neuroéconomie, c'est hype or hope? Et si on regarde là, ce qu'on trouve, c'est qu'après, c'était quand même de la hype, c'est-à-dire que finalement, il y a eu beaucoup d'intérêt pour la neuroéconomie, surtout dans les années 2010, quand cette question-là s'est posée. Puis depuis, c'est complètement retombé. Et cet effet-là, en fait, si on regarde par exemple donc, les mêmes progressions de communauté, mais en prenant uniquement les articles d'économie, donc pour voir comment est-ce que les économistes comment est-ce que les économistes ont reçu le programme de l'économie comportementale, on retrouve la même chose un peu, mais en accentué, c'est-à-dire que finalement, ce qui est le plus important, c'est le risque et l'incertitude dans les années 80 jusque les années 2000. Puis à partir des années 2000, hop, c'est les préférences sociales qui dominent largement, avec les deux autres dimensions qui restent importantes, hein, mais c'est les préférences sociales qui dominent largement sur les autres. Et pareil, hein, sur la question du hyper hope, la neuroéconomie, c'est encore plus visible si on regarde uniquement les articles d'économie. Donc, voilà, donc tout ça, c'était juste une vision de nos communautés. Maintenant, on peut regarder un peu les disciplines qu'on y trouve. Donc, si on projette la même carte, mais pas en regardant les communautés, mais en regardant les articles, on voit que d'abord, les articles de management sont bien regroupés sur ce qui était le cluster de la finance comportementale. Quand on regarde nos autres dimensions, donc tout ce qui est risque, incertitude et choix intertemporels et les biais au milieu, on a plutôt un mix de plein de disciplines, d'accord? Tous les articles en psychologie sont au milieu. Ici, c'était les préférences sociales. On n'a que des articles, on a beaucoup d'articles en économie. Et pour ce qui était de la neuroéconomie, pareil, on retrouve quand même un cluster de neurosciences. Et donc, finalement, on voit que la majorité des articles qui sont de plusieurs disciplines, mais qui ont une certaine proximité, enfin, en tout cas, qui se citent beaucoup les uns les autres, sont plutôt au milieu avec les articles d'économie. D'une manière générale, si on regarde nos articles en termes de prestige, donc c'est-à-dire ceux qui sont les plus cités, mais normalisés par par l'importance des articles qui les citent, on voit quand même que c'est l'économie qui domine largement, donc que globalement, l'économie comportementale reste bien orientée par l'économie, même si on trouve dans certains clusters 20-30% d'articles en psychologie. Sur les top 10 des articles, il y en a 9 qui sont en économie, et le seul qui n'est pas en économie, c'est celui de Kalman et Tversky de 74. Sur le temps, c'est pareil, quand on regarde les grosses transformations, juste sur le nombre d'articles par discipline, on a quand même une baisse de la psychologie très importante. Donc, on retrouve quand même un résultat assez fort de la littérature qui revient, donc là où il y a déjà un consensus. Donc, quelque part, c'est tant mieux parce que, a priori, on parle quand même à peu près de la même chose. Il y a une baisse de la psychologie, mais par contre, cette baisse de la psychologie, elle ne se fait pas forcément en faveur de l'économie, puisque le nombre d'articles en économie, en fait, devient la proportion d'articles en économie baisse avec le temps. Mais cette baisse de la psychologie se fait plutôt en faveur du management, donc avec l'augmentation de la finance comportementale, mais aussi avec plein d'autres disciplines. Donc, tout ce qui se passe en bas, là, c'est plein de petites disciplines individuelles, mais qui ensemble, en fait, ont un gros impact. Donc, on a par exemple la montée du droit.
dans les années 90, donc tout ce qui va être la question des politiques économiques et de comment appliquer tout ça, tout le programme de l'économie comportementale au droit, les neurosciences, mais aussi toute une variété de sciences sociales, d'accord, qui progressent de manière constante doucement et de manière constante depuis les années 80. Et pareil avec ce qui est sciences générales, d'accord, qui dans les années 90 était très peu important, puis depuis a augmenté. C'est-à-dire que de plus en plus, les économistes comportementaux vont publier dans des disciplines éloignées de l'économie, mais qui ne sont pas forcément de la psychologie. Je vais juste accélérer, je vais passer ça. Ça, c'est la part d'économie dans la part d'articles en économie dans les différents clusters. Évidemment, le plus économique, c'est la finance comportementale. Les trois dimensions qu'on a mis en avant sont assez proches et surtout convergent, en fait, alors qu'elles avaient des situations assez différentes dans les années 70, pas 90. Et la neuroéconomie devient de plus en plus économique, mais comme on l'a dit, dans les années 2020, après, il y a beaucoup moins. Mais je vais passer un petit peu parce que je suis en retard. Donc ça, c'est ce qu'on vient de regarder, c'est les articles comportementaux en fait publiés dans des disciplines qui ne sont pas les leurs et comment est-ce qu'en fait des articles publiés dans Nature, dans Science, dans des revues de psychologie, programme de l'économie comportementale. Les économistes, c'est de regarder les articles d'économie à l'intérieur du programme de l'économie comportementale et de voir si eux, ils sont devenus plus ou moins interdisciplinaires avec le temps. Et ce qu'on trouve, c'est quand même quelque chose de similaire. Donc pour ça, on va regarder les disciplines qui sont référencées dans les articles d'économie de notre corpus. Donc on a notre corpus, l'économie comportementale, on prend que les articles d'économie et on regarde comment est-ce que leurs références sont construites du point de vue disciplinaire. Alors ce qu'on voit, c'est à peu près un mouvement assez similaire pour ce qui est de la psychologie, avec une baisse très rapide dans les années 80, forcément, parce qu'en fait, dans les années 80, c'est Kahneman et Tversky, donc ils vont publier des articles en économie, où ils vont faire beaucoup de références à des articles en psychologie et à leurs propres articles en psychologie. Ça va baisser jusqu'à la fin des années 80, et ça va remonter dans les années 90, quand il va y avoir en fait les autres dimensions de l'économie comportementale qui vont émerger, donc comme le choix intertemporel, par exemple, et les préférences sociales, pour se stabiliser dans les années 90 et puis rebaisser depuis. On retrouve même au sein des articles de l'économie une augmentation du management aussi. C'est-à-dire que même les économistes vont faire de plus en plus de références au management. Sauf que on n'a pas forcément les moyens de le distinguer dans l'immédiat, mais quand on regarde les journaux qui sont cités dans management, ce que les économistes vont citer, c'est pas la même chose que ce que la finance comportementale va citer. C'est-à-dire que c'est pas de la finance, c'est pas les économistes qui citent de plus en plus de la finance, mais c'est des économistes qui citent de plus en plus du marketing, ou plutôt de la théorie du consommateur. Donc tout ce qui va être comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on oriente les choix du consommateur, ou comment est-ce qu'on modifie le choix du consommateur dans certains contextes, ou comment est-ce que tout simplement le consommateur fait pour choisir et pour prendre des décisions. Donc, finalement, quand on regarde les articles d'économie, déjà, l'idée que la psychologie n'a fait que décroître depuis les années 80, c'est pas si évident que ça, d'accord? Il y a plutôt des variations importantes. Mais surtout, comme on l'a montré précédemment avec les articles, avec la composition des articles dans le corpus, c'est que cette baisse de la psychologie, elle ne se fait pas forcément en faveur de plus d'économie, parce que si juste on regarde la part d'articles en économie dans les références des articles en économie, on voit qu'il y a de moins en moins de références en économie depuis les années 90. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce qui va beaucoup jouer, c'est ce qui se passe en bas. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de références, par exemple, aux General Sciences, donc tout ce qui est nature, de plus en plus de références aux neurosciences dans les années 2000, et donc pas forcément à plus
d'économie. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une baisse de la psychologie que forcément c'est un repli de la discipline sur elle-même. Si on regarde par cluster, on retrouve un peu d'accord l'intuition qu'on pouvait avoir. C'était un des clusters qui était les moins interdisciplinaires, surtout quand il a émergé dans les années 90. Mais depuis, son interdisciplinarité a progressé. Donc, les articles en économie, c'est de plus en plus d'autres disciplines et a convergé vers un niveau similaire aux 3 autres dimensions, même si ça reste le cluster qui est le moins interdisciplinaire. Alors que les deux ont, surtout le risque et l'incertitude, ont plutôt baissé depuis les années 80 quand ça a émergé. Et le choix intertemporel a aussi connu son pic autour des années 90 et depuis a quand même beaucoup baissé. Ok. Et un dernier peut-être commentaire sur les clusters, c'est que si on regarde la diversité de disciplines qui est citée, donc c'est-à-dire que si on se dit plutôt que l'interdisciplinarité, ce n'est pas forcément la part d'articles qui ne sont pas en économie dans les références, mais plutôt le nombre de disciplines distinctes qui sont citées, on voit que les préférences sociales et la décision intertemporelle sont relativement plus diverses dans leur bibliographie que les deux autres. Et ça, la raison est simple, en fait, c'est que finalement, les préférences sociales, c'est pas tant à propos d'un biais cognitif, parce que finalement, le fait d'être égoïste, c'est pas tant un biais cognitif, mais c'est plus un comportement social. Et en fait, on va trouver plus de références, par exemple, à l'anthropologie, à la sociologie, et un peu de manière similaire dans le choix intertemporel. Tout ce qui va être addiction va faire appel à une littérature beaucoup plus large que juste la psychologie cognitive. Et enfin, pour conclure, donc, tout ça, on a dit qu'en économie comportementale, il y avait finalement de moins en moins l'interdisciplinarité avec la psychologie, comme finalement ce que la littérature avait l'air de dire, ou en tout cas sur quoi la littérature convergeait. Mais si on regarde ce qui se passe dans l'ensemble de l'économie, donc c'est-à-dire dans tous les articles publiés de l'économie depuis les années 60, on trouve que jusqu'aux années 80, il y a de moins en moins de psychologie, mais depuis les années 90, on voit que les références en psychologie augmentent. Alors, et envers les sciences générales aussi. Alors, en fait, la raison est simple, c'est que finalement, quand on regarde l'économie comportementale, c'est qu'on trouve la psychologie qui baisse, puisque finalement, dans les années 80, enfin 70, 80 et 90, ce qui se passe, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est une poignée d'individus qui viennent de la psychologie, qui vont être très interdisciplinaires. Et avec le temps, quand le programme va se répandre et devenir de plus en plus populaire, les papiers individuels en économie comportementale vont devenir de moins en moins interdisciplinaires. Par contre, puisque le programme va devenir de plus en plus important et que les idées de l'économie comportementale vont devenir de plus en plus reconnues, ce qu'on trouve, c'est que dans l'ensemble de l'économie, les économistes vont faire de plus en plus référence à la psychologie. Donc, c'est-à-dire que depuis que l'économie comportementale a émergé, parce que le programme est devenu beaucoup plus influent, beaucoup plus populaire et beaucoup plus d'articles s'intègrent à l'économie comportementale, on trouve finalement une interdisciplinarité grandissante en économie, entre l'économie et les sciences cognitives, enfin entre la psychologie et les sciences générales, tout du moins. Donc pour conclure, donc un premier défi, c'était d'essayer de former un corpus cohérent. On s'est mis un benchmark. A priori, notre corpus est plutôt robuste et cohérent avec le benchmark. On retrouve les 3 grosses dimensions et en gros, la majorité des choses qui importent aux économistes comportementaux. C'est cohérent avec la littérature qui est déjà en place, donc on retrouve les mêmes gros résultats. Mais par contre, on a quand même mis pas mal de choses plus en perspective, donc des différences entre les différents clusters. On a montré que la baisse de l'interdisciplinarité en psychologie, ça ne voulait pas forcément dire que les économistes citaient plus d'économie. Donc, ce n'était pas un retour des économistes vers leur propre discipline, mais au contraire, une orientation vers à la fois une plus grande diversité de disciplines, même si les relations sont moins intenses qu'avec la psychologie, et aussi une réorientation vers la finance.
enfin vers le management, pardon. Un deuxième résultat important, c'est que la baisse de l'interdisciplinarité au sein de l'économie comportementale, ce n'est pas la même chose qu'une baisse de l'interdisciplinarité en économie. D'accord? Donc, comme la littérature, on trouve qu'au sein de l'économie comportementale, il y a moins d'interdisciplinarité avec la psychologie. Mais quand on regarde finalement ce qui se passe dans toute l'économie, on est plutôt dans une croissance très, très rapide de l'interdisciplinarité entre économie et psychologie. Et donc, finalement, l'économie comportementale a un certain succès de ce point de vue-là, puisqu'elle a finalement réussi à créer des ponts entre les deux disciplines, puisque les économistes ne font que citer de plus en plus de psychologie depuis que le programme a émergé avec succès. Et enfin, sur les communautés, on a montré que les préférences sociales étaient une communauté qui était très dominante aujourd'hui, et que ce n'était plus, plus les communautés de Kahneman et Tversky qui étaient importantes pour comprendre ce qui se passait à partir des années 2000, et que la trajectoire interdisciplinaire de cette communauté était assez distincte, même si je n'ai pas passé beaucoup de temps là-dessus, parce que je suis un petit peu en retard. Et donc, voilà. C'est à peu près tout. Et après, j'ai des compléments pour la discussion. Merci. Merci, Alexandre, pour cet exposé détaillé. Le chat est ouvert. S'il y en a qui ont des questions à poser à Alexandre, je peux vous donner la parole ou je pense qu'il y a des boutons pour lever la main. Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous pour interpeller notre conférencier du jour. Je laisse le temps aux gens de réagir. Il y a Louis qui dit « Merci Alexandre, bonne présentation ». Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser à Alexandre, d'ordre méthodologique sur les interprétations des données dont était clair? Limpide. Ah, attendez, il y a des questions. Non. Voilà, François Claveau, tu as quelque chose à dire? Non plus. Je suis arrivé il y a 5 minutes. Est-ce que tu as travaillé sur... Ah, vas-y, François. Oui, non, c'est ça. Je suis arrivé il y a 5 minutes. Tard, là, donc, mais j'ai déjà commenté abondamment le papier d'Alexandre. Je suis désolé de mon retard. Ça va, ça va. Est-ce qu'il y a des... tu es allé chercher des données du point de vue... je vais peut-être témoigner de mon ignorance totale de ce genre d'études-là, mais est-ce qu'il y a des distinctions à faire du point de vue géographique, disons, dans les... ou du point de vue des cultures disciplinaires, peut-être? Ouais, en fait, là, le but, c'est de faire un premier article qui serait uniquement sur sur l'interdisciplinarité en économie. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment le centre de la problématique. Mais effectivement, une des choses qui est importante, c'est que, par exemple, le corpus qui est en préférence sociale, en fait, est beaucoup plus européen que le reste. Parce que, notamment, ce que j'ai montré ici, c'était que les économistes comme Fer, là, ce sont des Européens, en fait. Tous les autres sont des Américains. Et en fait, c'est à partir des années 2000, il va y avoir une explosion de la place de l'Europe dans le programme, notamment autour des préférences sociales. Mais ça, c'est un travail futur. Mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a comme une corrélation entre les pratiques d'interdisciplinarité et les pays. Tu n'as pas d'hypothèse encore sur les raisons qui expliquent ça? La diffusion des... Ah, François a quelque chose à dire sur le sujet. Non, mais pas sur ça, en fait. OK. Je vous laisse finir. Oui, c'est ça, je disais, tu n'as pas d'hypothèse encore à formuler sur les raisons de cette dispersion un peu lente, disons. Sur la raison de la dispersion géographique, tu veux dire? Oui, c'est ça. Non, surtout que c'est un programme qui a émergé aux États-Unis et puis finalement, quand les Européens ont se trouvé une place ici, là, ça a explosé après autour de ça. Mais...
Je pense qu'il y avait Jean Archambault dans le chat qui posait une question. Tu sembles avoir tassé un peu la théorie des jeux. C'est une émergence possible qui n'est pas encore entrée dans la discipline. En fait, la théorie des jeux, elle est rentrée notamment par les préférences sociales, puisque en fait, la majorité des clusters, la majorité des dimensions de l'économie comportementale, donc comme le risque et l'incertain ou le choix intertemporel, reposent sur des expériences, donc c'est-à-dire vraiment des expériences en laboratoire où on met les individus face à des choix et puis on voit comment est-ce qu'ils font pour prendre des décisions dans le temps ou prendre des décisions face au risque. Et dans le cas des préférences sociales, c'est aussi des expériences en laboratoire, mais en interaction. Et donc, en fait, c'est souvent des problèmes de théorie des jeux. Donc, quand on regarde au niveau des mots, typiquement, le jeu du dictateur, c'est un jeu où il y a une personne qui reçoit beaucoup d'argent et qui doit choisir ensuite si elle le partage ou pas avec les autres joueurs. Pareil, c'est assez similaire avec le jeu Ultimatum. Et en fait, comme ça, on mesure des choses comme le fait que est-ce que les gens vont ou pas partager. Et puis, il y a des jeux un peu plus complexes proches de la théorie des jeux qu'on trouve. Donc, la réponse, c'est que la théorie des jeux est en grosse partie intégrée dans la question des préférences sociales et un peu dans la question de la behavioral game theory, donc qui est la théorie des jeux comportementales pour certains jeux, mais le truc, c'est que comme on le voit, en fait, c'est une communauté qui est très, 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 très petite. Donc, c'est très, très marginal au sein du programme. Merci. François, à toi. Merci. Je vais essayer de démarrer ma vidéo pour l'occasion. Donc, un résultat intéressant, c'est bien sûr le fait qu'à l'intérieur du champ, donc, il y a une relation moins intense avec la psycho, mais qu'ensuite, l'économie, elle, cite de façon, globalement, cite de façon plus intense la psycho depuis les années 90. Mais quand on regarde au niveau des pourcentages, si j'ai bien vu, on parle d'un pourcentage de citation de l'économie vers la psychologie de l'ordre d'un 2% ou peut-être même. Ouais, et je me demandais, là, comme au niveau, je ne sais pas si on peut dire donc, qualitatif, quelque chose comme ça, une espèce de citation diffuse d'une discipline, c'est ça, c'est de l'ordre, je le vois bien? Ouais, c'est ça, 2%. Ouais, c'est même pas 2%, finalement, 1,5%. Ouais. Je ne sais pas si on pourrait avoir une façon de dire quand est-ce que deux disciplines, quand on les prend dans leur globalité, là, peuvent être de se rapprocher si on est à des taux justement de 1,5%. Tout particulièrement si je me rappelle bien que le lien avec management est comme incroyablement plus élevé. Là, on parle de 10 fois plus élevé que ça. C'est proche de l'ordre de 15%, le lien, quelque chose comme ça. Là-dessus. Globalement, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a un problème. C'est un problème qu'on a parce qu'on a travaillé là-dessus, mais globalement, la question de qu'est-ce que c'est que le management, c'est très compliqué parce que quand on regarde, ça, c'est par exemple, c'est le cluster des préférences sociales, le management qui augmente, c'est que ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est beaucoup des journaux qui sont vraiment de la théorie du choix consommateur, mais qui sont presque de la psychologie appliquée au consommateur. Donc, ce n'est pas forcément du management comme on pourrait penser, du management comme discipline sœur de l'économie. C'est vraiment le cas quand on parle de la finance comportementale, où vraiment, c'est des disciplines qui sont déjà bien intégrées, mais au niveau individuel des journaux, c'est que dans le management, on trouve quand même des journaux qui sont assez éloignés des thématiques de l'économie, dans les années 80 et 70, et plus des journaux qui sont en fait très proches de la psychologie, donc tout ce qui est marketing, théorie du choix du consommateur, enfin, c'est même pas la théorie du choix consommateur, c'est de la consumer research theory, quoi. C'est des expériences où on essaye de voir quel est le comportement réel des gens dans un magasin ou quand ils prennent des choix, etc. Donc, c'est des choses très... Ouais. Mais effectivement, de toute façon, le management reste très important. Et pour ce qui est du niveau, effectivement, c'est très faible. On regarde sur toute l'économie, mais ce que j'attends, c'est que déjà, au début, j'ai pris le code GEL économie comportementale macro, économie comportementale micro. Mais la macro comportementale, c'est je crois que c'est 20 ou 30 articles à peine. Donc, sur l'ensemble de l'économie, clairement, on n'aura jamais un très gros rapprochement entre l'économie et la psychologie. Mais on rejoint quand même
on se rapproche du niveau historiquement le plus élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et, et, euh, et ouais. Donc, Merci pour cette réponse. High five de François. Il y a Kevin Kaiser qui souhaitait aussi peut-être parler. Il avait levé la main. Oui. Merci, Alexandre, pour la présentation. C'est vraiment super. Oui, là, puis j'ai particulièrement apprécié la dernière partie où tu venais de distinguer justement dans le fond l'impact que ça avait, des différences de mesures, disons, d'interdisciplinarité entre ce qui se passe localement puis généralement. Là, c'est vraiment, de mon point de vue, c'est vraiment un super résultat que tu as cherché là. J'avais une petite question, c'est vraiment plus naïf. Là, je me posais la question lorsque tu vas observer dans ta diapo sur les nombres de disciplines mobilisées dans les différents champs. Je ne me souviens pas exactement c'est laquelle. C'était ton graphique. Celle-ci, ouais. Où tu regardais par les clusters les nombres de disciplines qui étaient. Ouais. Oui, je pense que c'est celle-là ici. Je me demandais, est-ce que tu as exploré un peu sur ce qu'on pourrait appeler la distance entre les disciplines qui sont mobilisées, au point où c'est un truc qui est observé souvent ou qui est quand même assez discuté sur les questionnements interdisciplinaires, à savoir distinguer l'interdisciplinarité proximale de distale. Ouais. Donc, je me demandais si dans ton jeu de données, parce que déjà, tu as fait un travail un peu quand même colossal, là, faut le dire, mais si tu avais été voir si, dans ce graphique-là ou ces résultats-là, si tu avais plus ou moins de distance dans les disciplines. Donc, en fait, pour ma question plus simple, je me demandais si le nombre de disciplines, c'est un bon proxy pour savoir s'il y a une bonne diversité disons, d'intrants interdisciplinaires qui est mobilisé, parce que si je me questionne si c'est que des disciplines très, très proches au niveau de, disons, le cluster, je ne sais pas si le nombre, dans le fond, te donne un bon estimateur. En tout cas, je me demandais si tu avais exploré, là, c'est pas une critique qui est c'est vraiment juste une question. Voilà. Ouais. Ouais, je vois, c'est en référence à tout ce qui est indicateur synthétique, etc., qui intègre comme la diversité, la distance et en plus de l'intensité. Non, j'ai pas exploré pour ce projet. Il y a, Olivier Santerre on a fait un travail avec François et Olivier Santerre sur l'ensemble de l'économie et Olivier avait essayé d'utiliser ces indicateurs. Donc, effectivement, ce que souvent ça pointe, c'est que le management est une discipline plus proche de l'économie que les autres choses comme la psychologie. Et donc, ça peut, typiquement, quand j'ai une mesure comme ça qui est juste la part globale de l'économie, si on prend en compte le fait que le management est parfois très proche de l'économie, effectivement, ça peut diminuer l'interdisciplinarité. Enfin, c'est sûrement ce qui se passerait. Mais ouais, non, j'ai pas essayé sur ce travail en général parce que c'est pas non plus. Enfin, c'est comme rajoute un layer d'interprétation quelque part. Et là, j'ai essayé de m'en tenir à des métriques assez simples en fait, de pourcentage de discipline dans les références et de pourcentage de discipline dans des articles qui sont. Et celui-là, c'était juste un rajout un peu de dernière minute, parce que ce qui m'intéressait, c'est qu'il se passe quand même pas mal de choses au niveau de quand on agrège beaucoup de disciplines entre elles. Et ouais, je dirais que c'est pas donc, en disant que ces clusters-là sont plus diverses, ont plus de disciplines distinctes, je dirais pas jusqu'à dire que c'est plus important que le niveau de part de citation ou de choses comme ça. C'est juste un petit indicateur pour essayer de montrer qu'effectivement il y a d'autres dimensions d'interdisciplinarité, mais que je n'intègre pas, en l'occurrence, comme ce que tu disais sur la proximité épistémologique et la diversité de l'interdisciplinarité. Donc en gros, non, j'intègre pas tout ça, mais ouais, effectivement, c'est une des questions qui se posent et je pense que dans la base de données, c'est un des gros problèmes qu'on a avec l'économie, où vraiment le management est comme agrégation de
plein de disciplines. Et c'est vraiment difficile des fois de dire si l'augmentation du management, c'est quelque chose de significatif. Parce que est-ce que c'est juste un journal qui est classé en management et en fait c'est quasiment de l'économie, ou si c'est un journal qui est classé en management et qui fait des choses très différentes de la théorie économique. Et ouais. Mais c'est effectivement une question qui s'est posée à un moment. Ouais. Merci pour ta réponse. C'est vraiment un super travail par ailleurs. C'est vraiment pas pour. Et puis je suis sûr aussi que le graphique que tu utilises, ça pointe quelque chose parce que tu vois tu vois des différences clairement. Là. Je trouvais ça vraiment intéressant. C'était vraiment plus une question naïve. Puis je comprends le travail colossal aussi qu'il y a derrière ça. C'était vraiment pas pour ajouter une couche. Bref, merci pour ta réponse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine la rencontre d'aujourd'hui? Non? On arrête là-dessus. Alors, merci Alexandre pour ta présentation. Je vous rappelle, on a enregistré la conférence aujourd'hui, donc à la fois les diapos et puis le vidéo et le son, dans le fond, seront disponibles sur le site du CIRS prochainement. Je vous invite la semaine prochaine, on continue au moins jusqu'à la fin du mois de mai nos séminaires midi. Donc, un doublé Aurélien Goutumette la semaine prochaine. Jeudi, le BIN, donc le Bureau des initiatives numériques du CIRST, reçoit Aurélien pour qu'il parle un peu des méthodes computationnelles dont il fait usage pour étudier son corpus. Et puis, le vendredi, il nous fait état, dans le fond, de ses résultats. Donc, un midi méthode, un midi résultat. Donc, je rappelle de sa conférence de vendredi prochain, Expertise économique et politique de la recherche au sein de la Banque d'Angleterre. Donc, si les méthodes vous intéressent, on vous attend jeudi. Si le contenu vous intéresse, on vous attend vendredi. Puis sinon, les 2 fois, vous trouverez tous les détails pour vous inscrire et obtenir les liens sur le site du CIRST. Donc, d'ici là, bonne fin de semaine de 3 jours, si ça veut dire encore quelque chose. Et on se revoit, on